Salut tout le monde, ici Rémi. Ça y est, tu as enfin trouvé la maison de tes rêves ou l'immeuble de tes rêves et là, tu es prêt à faire le grand saut et paf! Tu réalises que tu n'as jamais fait d'offre d'achat et que tu ne sais pas comment ça marche. Bien aujourd'hui, tu vas apprendre c'est quoi les choses importantes d'une offre d'achat. Comme ça, tu vas être prêt à passer à l'action et tu ne passeras pas à côté de l'opportunité. Une offre d'achat, c'est un contrat légal qui, une fois accepté, engage le vendeur à vendre et l'acheteur à acheter. Si jamais toutes les conditions de l'offre d'achat sont acceptées, mais qu'un des deux parties voudrait se retirer, eh bien, il pourrait même être poursuivi. Donc, on s'entend, c'est quand même un document important qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et c'est pour ça qu'il faut réussir à apprendre au moins la base pour ne pas se tromper, ce qui pourrait engendrer des casse-têtes et des dépenses énormes. Tout d'abord, il y a deux situations différentes pour une offre d'achat. La première, c'est si la propriété à vendre est représentée par un courtier ou un agent d'immeuble, c'est la même chose. Et la deuxième possibilité, eh bien, c'est tout simplement sans courtier. Parce que pour toi qui veux acheter l'immeuble, ça va quand même changer des choses. S'il y a un dossier dans le courtier, c'est en fait obligatoire de passer par le courtier pour pouvoir déposer une offre. Dans les faits, ça va faire que c'est quand même plus simple parce que c'est lui qui va s'occuper de toute la paperasse et qui va s'assurer que tout est en règle. Par contre, rappelez-vous que le courtier travaille pour le vendeur. Donc, c'est important de quand même s'assurer de bien lire toutes les clauses et de s'assurer que ça répond à vos désirs et non les désirs du courtier ou du vendeur. Si jamais tu veux t'assurer que la négociation se déroule bien, même si tu n'es pas un bon négociateur et que tu n'es pas très bon avec les papiers, eh bien, tu peux engager un courtier acheteur. Ça se trouve à être physiquement la même personne qu'un courtier vendeur. En fait, dans ce cas-là, c'est toi qui vas l'engager et il va se retrouver à rechercher des maisons pour toi et aussi remplir toutes les paperasses à ta place. Le plus merveilleux là-dedans, c'est que c'est gratuit. Et c'est gratuit parce que ça se trouve à être le vendeur qui va payer le ou les courtiers qui sont présents dans la transaction. Quand quelqu'un engage un courtier pour vendre sa maison, eh bien souvent le taux de la commission va être entre 5 et 6 %. Si jamais toi tu arrives avec ton propre courtier, eh bien ça se trouve à être le courtier vendeur qui lui va couper sa commission en deux et chacun des courtiers vont se retrouver avec 2,5 à 3 % de commission. Donc, on va se retrouver avec le fait que ça ne coûte pas plus cher au vendeur et que ça ne coûte rien à l'acheteur. Je prends mon 10 secondes maintenant pour féliciter Francis qui s'est inscrit sur Patreon voilà 3 jours et déjà on a eu un appel téléphonique qui lui a permis de trouver un immeuble et en ce moment même où je tourne cette vidéo-là, il est en train de faire la visite d'un duplex à Gatineau. Félicitations Francis d'avoir pris action si rapidement, c'est sûr qu'un jour ça va donner des résultats. Donc, comme j'ai dit, c'est obligé de passer par le courtier pour pouvoir déposer une offre d'achat. Vous ne pouvez pas appeler directement le vendeur, lui donner une offre d'achat en main propre et espérer pouvoir sauter la commission par le fait même. Par contre, personnellement, ce que j'ai déjà fait, c'est que j'ai déjà appelé un vendeur directement et je lui ai demandé s'il voulait aller prendre un café au Tim Hortons. Rendu là-bas pendant qu'on buvait notre café, eh bien, j'ai négocié directement avec lui et non avec son courtier. Eh bien, pendant qu'on était là-bas, même si le courtier m'avait dit que c'était son dernier prix, j'ai quand même réussi à négocier avec lui 50 000 $ et en plus, il a inclus tous les meubles. Disons que ça valait vraiment le café. Mais en sortant de là, j'ai quand même appelé mon courtier qui lui a préparé toute la paperasse et qui l'a remis au courtier vendeur. Et la transaction s'est finalement réglée comme ça, donc moi je me suis retrouvé à acheter, le vendeur a vendu et les deux courtiers ont reçu chacun leur commission. Au final, tout le monde a été gagnant dans la transaction. L'autre situation avec les offres d'achat, c'est quand monsieur, madame, tout le monde se trouve à vendre leur maison sans agent, du genre avec du proprio. Dans ce cas, vous devez être à vos affaires parce que vous allez devoir faire l'offre d'achat vous-même et ici, on va voir les clauses qui sont les plus importantes à penser. Rassurez-vous, vous n'êtes pas obligé de partir d'une page blanche, il y a quand même des modèles qui sont disponibles, entre autres sur le site du proprio. C'est d'ailleurs de ça qu'on va partir pour pouvoir faire nos exemples, comme si on achetait une maison à 350 000 qui est affiché à 400 000 $. Bon, je vais passer le point 1 qui est quand même assez simple et on va se rendre directement au point 2. Le point 2, c'est en fait l'identification du lot que vous voulez acheter. En gros, vous n'achetez pas nécessairement une maison, vous vous retrouvez à acheter un bout de terrain avec une construction dessus. Donc, c'est important de mettre le numéro de cadastre et aussi les dimensions ou la grandeur du terrain parce que c'est ça que vous achetez réellement. Si jamais ces infos-là ne sont pas directement dans la fiche de vente, on retrouve ça facilement dans le registre foncier. Le point 3 maintenant, c'est un des points qui est le plus important et on parle ici du prix. Vous inscrivez le prix de la maison que vous voulez acheter, oui, ça c'est quand même assez simple, mais ce qui est surtout important, c'est les modalités de paiement que vous allez mettre avec. Parce que ce que vous allez écrire ici, ça va avoir des répercussions plus tard, donc c'est important de ne pas se tromper. Vous inscrivez le montant de mise de fonds que vous avez
et ensuite le montant du prêt que vous aurez besoin pour acheter la maison. Donc, si vous avez 5 vous inscrivez 17 500 $ et un emprunt de 32 500 $. Si vous avez 20 vous inscrivez 70 000 $ et un emprunt de 280 $. Et si vous payez cash, vous écrivez 350 et 0. Après ça, dans l'offre d'achat, oui, il y a une série de petites choses, mais ce sont des clauses assez standards. Donc, je vais les passer ici rapidement pour me rendre directement au point 6. Mais de votre côté, prenez quand même bien le temps de lire tout ça et de s'assurer que ça correspond avec votre situation. On est maintenant rendu dans les conditions. Ça, c'est l'autre point important d'une offre d'achat. À moins de payer la maison en argent, la première condition va toujours se retrouver à être le financement. C'est normal parce que pour acheter une maison, ça va prendre de l'argent. Donc, si jamais vous ne réussissez pas à avoir votre financement, eh bien, vous ne pourrez tout simplement pas acheter la maison. C'est donc important comme condition et en voici les subtilités. Vous devez écrire le montant du prêt que vous allez vouloir avoir et aussi les modalités de tout ça. Normalement, on va se retrouver à inscrire un taux légèrement supérieur à ce que vous auriez été capable d'avoir auprès de votre propre institution bancaire et on parle dans la plupart du temps d'un amortissement de 25 ans. En fait, ce que ça dit, c'est que si jamais votre banque vous refuse pour le financement, eh bien, le vendeur pourrait lui-même choisir une autre banque et vous recommander d'aller faire un prêt là-bas. Et si jamais la banque choisie par le vendeur accepte les conditions maximales qui sont inscrites dans l'offre, eh bien, vous allez pouvoir vous faire financer. Donc, vous aurez été capable d'avoir votre prêt et le vendeur va se retrouver à vendre sa maison. Et quand on se met à parler des délais, eh bien, pour le financement, le plus standard, ça va souvent être 30 jours. Et après ça, si jamais vous voulez faire inspecter votre maison, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Il suffit de cocher la case « Inspection auprès des conditions » et on parle souvent d'un délai autour de 7 jours pour l'inspection. La clause de l'inspection, ça peut devenir une méthode pour négocier. Parce qu'une fois que vous allez avoir votre rapport d'inspection, eh bien, vous allez pouvoir négocier votre prix. Prenons par exemple que l'inspecteur aurait trouvé des dommages à la maison et il y en aurait pour environ 10 000 $ si on voulait faire les réparations. Eh bien, dans votre offre d'achat, vous allez pouvoir inscrire que vous demandez une réduction du prix d'un montant de 10 000 $ pour couvrir la réparation qui vient d'être découverte. Donc oui, payer une inspection, c'est des fois un peu tannant, mais en même temps, ça peut être un bon moyen pour négocier. Et si jamais les travaux se trouvaient à être trop chers pour vous ou que vous ne voulez pas vous embarquer là-dedans, eh bien, suite au rapport d'inspection, vous pouvez décider de vous retirer de la vente. Une autre condition importante, c'est le point 7.2 dans ce modèle-là. En fait, c'est important d'indiquer le moment que vous voulez habiter la maison. Vous pouvez demander d'inscrire une date d'occupation qui pourrait être très rapide, disons dans une semaine, comme ça pourrait être dans 6 mois parce que vous devez changer de maison. Normalement, ce point-là, ça se discute entre le vendeur et l'acheteur pour trouver le meilleur moment qui va convenir aux deux parties. Le dernier point important, c'est le délai d'acceptation. Il ne faut jamais oublier de mettre un délai parce que si jamais vous n'en mettez pas, eh bien le vendeur pourrait vous revenir 1 an ou même 5 ans plus tard et si jamais les conditions sont toutes remplies, il pourrait accepter et vous demander d'acheter la maison. Dans les standards, on parle souvent de mettre un délai entre 72 heures et une semaine. Le fait de mettre un délai qui est quand même court, eh bien ça va mettre un petit peu de pression au vendeur pour pouvoir faire son choix. Mais le fait de mettre un délai qui est quand même assez court, c'est aussi pour aider l'acheteur. Parce que si on se retrouve à mettre un délai qui serait trop long, disons que vous allez mettre 1 mois comme délai, eh bien pendant ce mois-là, vous allez quand même être bloqué. Parce que vous ne serez plus capable de faire d'autres offres d'achat sur des maisons, parce qu'à tout moment, le vendeur actuel pourrait revenir et accepter votre offre. Donc vous pourriez vous retrouver avec 2 offres acceptées à tout moment si jamais vous mettez des délais qui sont trop longs. Donc dans les faits, vous ne devriez jamais faire une autre offre d'achat si jamais vous en avez déjà une qui est en attente d'acceptation. Mais si vous mettez des délais trop longs, ça veut dire que, disons, 1 mois, eh bien, vous allez pouvoir faire seulement 12 offres maximales dans votre année. S'ils sont refusés, vous allez devoir attendre encore tout le temps et tout le temps. Donc, c'est mieux mettre des plus petits délais. Et à l'inverse, si jamais vous mettez des délais qui sont trop courts, eh bien oui, ça peut mettre une certaine pression au vendeur, donc c'est une certaine méthode de négociation, mais en même temps, ça pourrait tout simplement vous glisser entre les mains. Parce qu'une fois que le vendeur va recevoir votre offre, eh bien, il a 3 choix. En fait, il va pouvoir accepter tel quel, il va pouvoir refuser tel quel ou il va pouvoir vous revenir avec une contre-offre. Si jamais il refuse votre offre, il peut vous répondre par écrit ou tout simplement ne pas vous répondre et une fois le délai dépassé, eh bien l'offre va tout simplement devenir nulle et non avenue. Et si jamais il vous revient avec une contre-offre, eh bien il peut vous revenir avec un changement dans votre offre au niveau des conditions ou du prix. Il pourrait vous revenir par exemple avec un changement de prix à 375 000 et une occupation dans 1 mois plutôt que 2 mois comme vous aviez écrit. Si vous recevez une contre-offre à votre offre, eh bien à votre tour, vous pouvez l'accepter telle quelle, la refuser telle quelle ou vous aussi encore faire une autre contre-offre.
Tu comprendrais ici que ça peut jouer au ping-pong longtemps entre les deux parties pour s'assurer de trouver le meilleur milieu qui correspond aux attentes de tout le monde. Et au travers de tout ça, si jamais toi ou le vendeur, vous donnez tout simplement pas de nouvelles pendant les délais indiqués, l'offre va devenir nulle et non avenue. Donc, c'est super important d'être à ses affaires quand on veut acheter une maison. Bref, une offre d'achat, c'est un document important et il faut s'assurer de bien faire ça. Je veux dire une petite particularité ici pour les investisseurs immobiliers. Si vous voulez acheter un immeuble à revenu, l'offre d'achat souvent va se faire avant même de faire la visite de l'immeuble. Donc, c'est important d'ajouter une clause qui dit « Cette offre d'achat est conditionnelle à ce que l'acheteur puisse visiter les logements de l'immeuble et vérifier les baux présentement en vigueur ainsi que les dépenses de l'immeuble. Si l'acheteur n'est pas entièrement satisfait de la visite des logements et qu'il veut annuler la présente offre d'achat pour cette raison, la présente offre d'achat deviendra nulle et non avenue. » Le fait de mettre cette clause, ça va vous permettre de vous retirer facilement suite à la visite. Ça va devenir aussi simple que si vous n'aimez pas la couleur des rideaux, vous pouvez dire que ça ne vous intéresse pas et vous retirer de la vente. Et peut-être que vous vous demandez pourquoi on ne fait pas l'offre d'achat avant de faire la visite, un peu comme sur une maison. Mais en fait, c'est qu'on ne veut pas déranger les locataires et perdre le temps au courtier et soi-même. Imaginez que vous voulez acheter un immeuble de 16 logements et que vous voulez aller visiter avant de faire une offre. Le propriétaire actuel, il doit appeler ses 16 locataires, trouver le moment que ça convient le mieux pour tout le monde et déranger tout le monde. Et si finalement, après avoir visité l'immeuble, il vous intéresse, mais que vous ne vous entendez pas sur le prix, tout ça aura servi à rien. Donc, dans le locatif, on va s'entendre sur un prix en premier que les propriétaires sont prêts à vendre et que l'acheteur est prêt à payer. Et si tout le monde s'entend, après ça, on va faire la visite et on va déranger les locataires. Je rappelle que je n'ai donné que des exemples et qu'il faut s'assurer de bien répondre à votre situation quand vous mettez des délais, des conditions ou le prix que vous demandez. Si jamais tu veux en apprendre plus sur la finance et l'immobilier, tu peux t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Si tu es un passionné d'immobilier et que tu veux faire le grand saut, il va y avoir un lien en description qui va t'intéresser. Comme toujours, si tu apprécies le contenu, tu peux aussi aimer la vidéo pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Merci de ton écoute, bon succès, à la prochaine!